Dis donc, Moussa, encore merci pour ce superbe mariage pour rire que tu m'as organisé. Vraiment, c'était superbe. Mais il y a une chose que je ne comprends pas. Pourquoi la jeune actrice est-elle encore chez moi? Elle prend ses aises. On dirait qu'elle s'installe. Moussa, un peu gêné, tout sauta et rétorqua. « Tu aimes bien Daouya, non ?» « Oh oui, répondit Matchek, dont le sens s'éveillait rien qu'à entendre le joli prénom. « Mais n'a-t-elle pas autre chose à faire qu'à passer toutes ses journées et toutes ses nuits ?» interrompit Moussa à l'œil sévère. « Oui, lui aussi, » dit Matchek. « Après tout, vous êtes mariés ?» lui asséna Moussa de plus en plus sévère. « Eh, c'est vrai, Moussa Matchek, en clignant de l'œil. Eh, mais c'est pour rire, n'est-ce pas ?» Un dentiste polonais arrive dans une petite ville marocaine. Il se lie d'amitié avec un groupe d'ouvriers marocains, bien sûr. Et il voudrait bien connaître toutes les coutumes locales. C'est un gars très bien, finalement. Il veut connaître les gens avec qui il travaille. Et en particulier, il aimerait bien assister à un mariage marocain, parce qu'on lui a dit que c'était superbe, les mariages marocains. On mange très bien, on mange trop. On mange pendant 3 jours, on fait de la musique, on s'amuse. Et il aimerait bien assister à un mariage marocain, sauf qu'il n'y a pas de mariage prévu dans les 6 mois qui viennent. Et alors ses amis lui disent « Écoute, qu'à cela ne tienne, on va organiser un mariage spécialement pour toi, parce qu'on t'aime bien, tu es un type très bien. » Et donc il lui organise un superbe mariage. Et alors il est aux anges. Évidemment, il a payé pour tout. Bon, il a les moyens, il est dentiste. Et après, au bout de la journée, quand tout est fini, le lendemain, il s'aperçoit que la jeune femme qui jouait le rôle de la mariée est toujours là. Et donc, c'est le début d'une espèce de série de surprises. On va de surprise en surprise. Et je ne voudrais pas trop déflorer la fin, mais je pense que ce qui commence comme ça, par une série de quiproquos, de malentendus, de surprises, quelque chose qui est à la limite quasiment de l'escroquerie, mais finalement qui va mener à un résultat qui est extrêmement, je dirais presque émouvant. En d'autres termes, tu as pris le parti des bêtes plutôt que celui des hommes, tes semblables, tes frères. Il n'y a pas de quoi se vanter. Torres haussa les épaules sur un ton doctoral. Les animaux ne sont pas superstitieux, ce qui prouve qu'ils sont moins bêtes que nous. Franchement, je me sens plus proche d'un marcassin rationaliste que d'un pecno porteur d'amulettes. Et il leva son verre de thé à la gloire de la science et des sangliers. Alors, dans ce recueil de nouvelles, il y a des réponses à des questions fondamentales de la vie, des questions que tout le monde se pose. Par exemple, celle-ci, est-ce que les sangliers peuvent-ils devenir accros à l'aspirine? Et il y a une nouvelle qui s'appelle « 3 mensonges de Torres » qui raconte cette histoire. Il y a un gars qui, pour rendre service à un ami à lui qui est infirmier, va passer une semaine dans l'Atlas, dans le dispensaire que gère l'autre, l'ami. Et le gars qui arrive dans le dispensaire, c'est le fameux Torres de la nouvelle, se rend compte qu'en fait, dans tout le dispensaire, il n'y a que de l'aspirine. Il y a 10 000 cachets d'aspirine, mais il n'y a que ça. Et il prend l'habitude d'aller dans la montagne, dans une grotte, comme ça, pour lire, pour méditer. Et c'est là qu'il devient très copain avec une petite bande de sangliers. Et il devient copain parce qu'il leur offre de l'aspirine, c'est tout ce qu'il a à offrir. Et toute la harde de sangliers devient accro à l'aspirine, viennent le voir régulièrement. Et en fait, ça semble complètement bizarre comme histoire, absolument loufoque, incroyable et tout. Mais en fait, ce qui est extraordinaire, c'est qu'on s'aperçoit cette année-là que les chasseurs du village n'ont pas réussi à tuer un seul sanglier, parce que les sangliers bourrés d'aspirine sont absolument très vifs. Ils échappent aux villageois. Et ce qui ravit notre ami Torres, parce que les sangliers font confiance à la science moderne, l'aspirine, les comprimés d'aspirine, alors que les villageois, eux, ils vont tous, c'est le fki à côté de la mosquée, etc. Donc il y a une morale dans cette histoire. Il faut noter une chose, si le monde entier a bien compris que le catch c'est du chiquet, eh bien à l'époque on ne le savait pas au Maroc. On croyait vraiment que tous ces athlètes se haïssaient spontanément, ou peut-être parce qu'ils s'étaient entre-insultés leur mère. On était persuadés qu'ils désiraient vraiment et fortement la mort les uns des autres. C'était une sorte de grande bagarre authentique qui avait ses raisons que le public ne connaissait pas et qui se déroulait, on va savoir pourquoi, devant des spectateurs payants et à heure fixe. Et les coups qu'ils se portaient, on les ressentait presque dans les tribunes. Les spectateurs ressortaient cabossés des matchs, tant ils y croyaient. Cette histoire de catcheur me tenait à cœur parce que
elle m'accompagne depuis que je suis tout petit. Alors, je vais vous dire une chose qui est incroyable, c'est que je ne sais pas si c'est une histoire vraie ou si je l'ai inventée quand j'étais tout petit. Mais elle a pris tellement d'ampleur dans ma tête que je ne sais plus. Mais c'est une histoire qui m'a toujours passionné parce que c'est un catcheur qui arrive à résoudre un problème qui semble totalement impossible. Et en résolvant ce problème, il résout aussi une des grandes questions de la vie que les psychanalystes parlent de tuer le père pour exister, enfin des trucs comme ça. Mais en fait, ça, c'est pas du tout Freud ni les psychanalystes qui l'ont inventé. C'est un catcheur marocain qui s'appelait le Tawa l'Indien, enfin c'était son surnom. Hein. Et ce Tawa l'Indien était tellement fort, mais il ne gagnait pas beaucoup d'argent en tant que catcheur. Il s'est inventé un double qu'il appelait le Vengeur masqué. Et personne ne savait que c'était le même bonhomme parce que le Vengeur masqué, il portait toujours une espèce de masque. Ben, le Vengeur masqué, il porte un masque qui s'est fait avec un pneu Goodyear sur la tête. Et le problème, c'est que en tant que Tawa l'Indien et en tant que Vengeur masqué, il était très fort. Donc il a tué tous les catcheurs de Casablanca, il ne restait plus que lui, mais sous 2 formes. Et finalement, les promoteurs locaux organisent le match du siècle. C'est-à-dire Tawa l'Indien contre le Vengeur masqué. Et cet idiot, il signe sans se rendre compte qu'en fait, c'est impossible. Tu ne peux pas te battre contre toi-même sur le ring. et finalement, il résout le problème. C'est ça qui est extraordinaire. C'est-à-dire le match du siècle, déjà, il y a beaucoup de pression. Déjà, si tu fais partie du match du siècle, déjà, tu as la pression. Mais si en plus tu es tout le match du siècle à toi tout seul, t'imagines la pression que ça peut être? Eh bien, Tawa l'Indien, c'est-à-dire le Vengeur masqué, va de façon extraordinaire monter malgré tout ce combat. Il va à la fois le perdre et le gagner, forcément, il ne pouvait pas faire autrement. Et en même temps, il va donner une solution à toute cette question éternelle de tuer le père, etc. Mais lui, il va faire sur le ring. Donc c'est une histoire de catcheur, mais c'est une histoire très sérieuse.